Princesse Diana. Peu de noms évoquent encore aujourd'hui autant d'images que le sien. Glamour, tragédie, pouvoir, vulnérabilité, et pourtant, dans l'histoire de sa famille, il existe un chapitre si inhabituel que même un généticien expérimenté a d'abord douté de ses propres résultats. Une analyse ADN a révélé, dans la lignée maternelle de la princesse Diana, quelque chose que personne n'attendait, quelque chose qui ne remettait pas seulement en question un récit aristocratique bien établi, mais qui faisait aussi réapparaître une femme presque entièrement effacée de la mémoire, pendant plus de 2 siècles. Si tu es fasciné par les histoires où se croisent lignées de sang, pouvoir, secrets et vérité enfouies, alors reste bien attentif, car ce que tu vas entendre ressemble d'abord à une rumeur, puis à un scandale, et enfin à une correction historique impossible à effacer. Et si ce genre d'histoire te plaît, pense à soutenir la vidéo avec un like, abonne-toi à la chaîne, et dis-moi en commentaire si tu crois que les grandes familles peuvent vraiment cacher leurs vérités les plus dérangeantes pour toujours. Tout a commencé avec 2 petits échantillons de salive analysés à l'université d'Édimbourg. Ces échantillons ne provenaient pas de personnes anonymes issues d'une immense base de données, mais de 2 femmes soigneusement sélectionnées. Toutes 2 étaient liées à la famille de Diana par la lignée maternelle, toutes 2 cousines au 3e degré de la mère de Diana, Frances Shand Kidd. Ce qui rendait ces femmes si particulières, ce n'était pas seulement leur lien de parenté, mais une chaîne ininterrompue de mères et de filles remontant à plus de 2 siècles. 7 générations de femmes, 7 transmissions de quelque chose d'invisible, quelque chose qui ne change pas par le mariage, ni par les titres, ni par les mythes familiaux, ni même par ce qui est inscrit dans les arbres généalogiques. L'équipe dirigée par le docteur Jim Wilson s'est concentrée sur l'ADN mitochondrial. C'est là que se trouvait la clé. Contrairement à la majeure partie de notre patrimoine génétique qui se mélange à chaque génération, l'ADN mitochondrial est transmis presque intact de la mère à ses enfants. Et un point est essentiel, seules les filles peuvent transmettre cette ligne à leur tour. C'est comme si un message ancien traversait les siècles, scellé, intact, insensible à tous les hommes qui ont pu entrer dans cette famille. Si une femme portait un marqueur spécifique il y a 1000 ans, ce même marqueur peut encore apparaître aujourd'hui dans une lignée féminine directe. Voilà pourquoi ce test était si révélateur, et voilà pourquoi le résultat était si troublant. Car en réalité, personne ne s'attendait à une découverte sensationnelle. Les Spencer étaient considérés comme l'une des plus anciennes familles aristocratiques d'Angleterre. Leur histoire semblait documentée, structurée et connue dans les moindres détails. On pensait que l'analyse ne ferait que confirmer ce qui figurait déjà dans les biographies, les ouvrages généalogiques et les traditions nobles. Mais puis, un résultat est apparu à l'écran qui ne correspondait pas à ce tableau. On raconte que le docteur Wilson a vérifié les données, contrôlé les étiquettes, relancé l'analyse. Puis encore, et encore, le résultat restait identique. Ce qu'il voyait ne correspondait pas, selon tout ce que l'on croyait savoir, à la lignée maternelle directe de la princesse Diana. Et c'est à ce moment précis qu'une histoire a commencé, bien plus profonde qu'une simple recherche généalogique. Les données indiquaient une appartenance à un haplogroupe mitochondrial quasiment absent en Europe. Dans une vaste base de données internationale, ce marqueur était extrêmement rare et se trouvait presque exclusivement en Asie du Sud, principalement en Inde et dans une moindre mesure au Népal. Pendant un instant, on a cru à une erreur, mais toutes les vérifications ont confirmé le contraire. La concordance entre 2 échantillons indépendants rendait toute confusion presque impossible, et soudain, une idée s'imposait, non seulement surprenante, mais aussi capable de remettre en question l'histoire officielle de la famille. Si cette trace génétique était correcte, cela signifiait que quelque part dans la lignée maternelle directe de Diana, plusieurs générations en arrière, une femme d'origine sud-asiatique devait avoir existé. Pas dans une branche éloignée, pas en périphérie de la famille, mais précisément là où l'ADN mitochondrial se transmet, de mère en fille, sans interruption, jusqu'à Diana elle-même. Et cela signifiait aussi qu'une personne réelle, qui avait joué un rôle central dans cette lignée, avait été soit mal représentée, soit totalement omise dans les archives connus. À partir de là, l'histoire devient encore plus fascinante, car il ne s'agissait plus seulement de chiffres et de marqueurs génétiques, mais d'une identité concrète. Qui était cette femme? Pourquoi n'apparaissait-elle pas dans les arbres généalogiques comme on aurait pu s'y attendre? Et comment une lignée aussi importante avait-elle pu être mal comprise ou racontée différemment pendant des générations? La piste mène à la fin du XVIIIe siècle, dans une ville portuaire de la côte ouest de l'Inde, Surat. À l'époque, Surat était un centre commercial dynamique. Des marchands venus de différentes régions du monde s'y rencontraient. Les langues et les cultures s'y mêlaient, en créant un environnement bien plus diversifié que celui du système colonial plus rigide qui allait suivre. C'est dans ce contexte qu'est née une femme dont le nom allait devenir central dans cette histoire, Eliza Kewark. Sa vie n'est pas entièrement documentée, mais certains éléments peuvent être reconstitués. Son père portait un nom d'origine
arménienne et elle signait certaines lettres en écriture arménienne. En même temps, de nombreux indices suggèrent que sa lignée maternelle était sud-asiatique. Dans des villes comme Surat, ce type de mélange n'était pas inhabituel. Les familles de marchands, les communautés locales et les influences multiples rendaient des origines souvent complexes. Mais ce qui pouvait sembler naturel dans un port cosmopolite pouvait être perçu tout autrement dans les structures sociales plus strictes du système colonial britannique. Très jeune, Eliza entra dans la vie d'un marchand écossais, Theodore Forbes. Il travaillait pour la Compagnie des Indes orientales et ambitionnait de faire carrière. Officiellement, Eliza était employée comme gouvernante dans son foyer, mais leur relation dépassa rapidement ce cadre. Ils eurent des enfants ensemble, dont une fille nommée Catherine et un fils nommé Alexander. Pendant un temps, ils vécurent réellement comme une famille, d'abord en Inde, puis dans d'autres régions où Forbes exerçait ses activités. Mais avec la montée des pressions sociales, la situation changea. À mesure qu'il gravit les échelons, l'origine et le statut social prirent une importance de plus en plus décisive. Dans les milieux qu'un marchand britannique ambitieux cherchait à intégrer, une compagne d'ascendance non européenne pouvait devenir un obstacle, un détail jugé compromettant, capable de freiner une carrière entière. Les structures de l'Empire se durcirent. Ce qui avait peut-être été toléré jusque-là devint progressivement inacceptable aux yeux d'une société de plus en plus obsédée par les classifications, les apparences et les hiérarchies raciales. Finalement, Theodore Forbes prit une décision qui bouleversa la vie de tous ceux qui l'entouraient. Il partit pour Bombay sans Eliza ni les enfants, se construisit là-bas une nouvelle existence et se présenta désormais comme un homme respectable, libre de tout passé encombrant. Le lien avec Eliza fut tenu à distance. Les échanges passaient par des intermédiaires. Les décisions concernant l'avenir de leurs enfants furent prises sans que la mère ne soit réellement consultée. Ce n'était pas seulement une séparation, c'était une mise à l'écart progressive, presque administrative, d'une femme devenue gênante dans un monde où la réussite passait aussi par l'effacement de certaines vérités. Des années plus tard, des lettres ont refait surface. Elles offrent un aperçu bouleversant de cette période. Certaines furent écrites, d'autres dictées, dans une langue simple, parfois maladroite, et signée de son nom. Dans ces lettres, Eliza supplie qu'on lui permette de revoir sa fille une dernière fois avant qu'elle ne soit emmenée en Europe. Ce sont des témoignages poignants d'une mère qui comprend déjà qu'elle va sans doute perdre son enfant pour toujours. Elle ne demande pas de reconnaissance officielle. Elle ne réclame pas une place dans la société. Elle demande seulement un dernier regard, une dernière rencontre, une chance infime de ne pas être arrachée complètement à la vie de sa propre fille. Apparemment, aucune réponse ne lui fut donnée. Lorsque Theodore Forbes mourut finalement en mer, la situation se durcit encore davantage. Dans son testament, Eliza n'était mentionnée que comme gouvernante et le langage employé instaurait une distance nette entre elle et la famille qu'elle avait pourtant contribué à former. Catherine, leur fille, fut envoyée en Écosse dans un univers qui lui était totalement étranger. Là-bas, elle grandit, s'adapta et finit par mener une existence en apparence parfaitement intégrée à la société britannique. Ce basculement fut essentiel car c'est à partir de ce moment-là que la lignée put se poursuivre à l'intérieur des structures aristocratiques tout en s'éloignant peu à peu du point de départ réel de son histoire. De génération en génération, cette ligne maternelle se transmit. Les filles eurent des filles, qui eurent à leur tour des filles, et à chaque nouvelle naissance, le souvenir d'Eliza semblait s'estomper un peu plus, tandis que sa trace biologique, elle, continuait silencieusement son chemin. Finalement, cette ligne mena à Frances Chand Kidd, puis à Diana, et avec chaque génération, la mémoire de l'origine de cette lignée se détachait un peu davantage de sa source véritable. Peu à peu, une version particulière de l'histoire familiale s'imposa. Dans les registres généalogiques, dans les documents privés, dans les récits transmis à l'intérieur de la famille, Eliza n'apparut plus comme une figure complexe aux origines multiples, mais sous une forme simplifiée, lissée, presque neutralisée. À un moment décisif, son identité fut réduite à un seul mot, une seule étiquette, qui orientait son histoire dans une direction plus acceptable aux yeux de la société britannique du 19e siècle. Une origine nuancée et potentiellement dérangeante devenait soudain une classification nette, rassurante, socialement plus facile à absorber. Ce genre d'ajustement n'avait rien d'exceptionnel. Au 19e siècle, dans un monde où la hiérarchie sociale reposait largement sur l'origine, la couleur de peau et l'appartenance perçue, de petites modifications dans la manière de raconter une histoire pouvaient avoir d'immenses conséquences. Un terme pouvait décider si quelqu'un était jugé convenable ou non, s'il pouvait être admis dans certains cercles ou s'il devait en être tenu à distance, et c'est ainsi que, de génération en génération, une version cohérente de l'histoire se consolida, tout en laissant de côté des éléments essentiels de la réalité. Au cours du XXe siècle, cette représentation devint si profondément enracinée qu'elle cessa presque totalement d'être interrogée. Les membres de la famille grandirent avec cette version du passé, ils l'acceptèrent comme naturelle, la répétèrent, la transmirent à leur tour. Ce qui avait peut-être commencé comme une simplification consciente ou comme un ajustement stratégique
britannique devint avec le temps une vérité admise, presque incontestable. Les détails d'origine passèrent à l'arrière-plan jusqu'à devenir presque invisibles. Lorsque Diana épousa le prince Charles en 1981, elle se retrouva au centre d'un événement mondial. Des millions de personnes suivirent la cérémonie. Son histoire fut racontée dans d'innombrables articles, livres, documentaires et émissions de télévision. Et là aussi, la version familière de l'histoire familiale fut reprise sans véritable remise en question. Rien, en apparence, ne justifiait qu'on la conteste. Elle s'inscrivait parfaitement dans l'image attendue d'une jeune aristocrate anglaise entrant dans la famille royale. Ce n'est que des décennies plus tard, en 2013, que l'analyse génétique ouvrit de nouvelles perspectives. Elle ne livrait pas un récit biographique complet, mais elle montrait clairement que la lignée maternelle était plus complexe que ne le laissaient penser les archives traditionnelles. Pour certains membres de la famille, cela constitua une découverte surprenante, presque déstabilisante. Pour d'autres, ce fut plutôt une extension inattendue de leur identité. Une parente âgée résuma plus tard cette réaction avec une forme de sérénité. Elle avait toujours cru venir d'une certaine origine et apprenait désormais qu'il existait peut-être aussi d'autres racines. À ses yeux, ce n'était pas une menace, mais un enrichissement. Cette réaction est révélatrice, car face à ce genre de découverte, les réponses humaines sont rarement uniformes. Pour certains, il s'agit d'une correction, pour d'autres, d'un élargissement. Mais dans tous les cas, cela rappelle que l'histoire n'est pas toujours aussi claire, ni aussi linéaire qu'elle en a l'air, surtout lorsqu'il s'agit de familles dont le passé traverse continents, empires, migrations, silence et transformation sociale. Parallèlement, un autre aspect de l'héritage de Diana demeure incontestable, son profond enracinement dans l'aristocratie britannique. La famille Spencer possède une histoire longue, solidement documentée, bien antérieure à la naissance de Diana. Ses liens avec des figures historiques majeures, y compris d'anciens monarques, sont connus et étudiés depuis longtemps. Ces filiations passent par des voies diverses, pas toujours par des mariages officiels, mais parfois aussi par des relations moins formelles qui ont néanmoins laissé leurs traces dans l'histoire. Ce point est important car il montre à quel point la notion de descendance dans l'aristocratie européenne est souvent plus complexe qu'elle n'en a l'air. Les lignées se ramifient, se croisent, se recomposent au fil des siècles. Derrière l'apparente rigidité des titres et des noms, on trouve souvent des réseaux de parenté beaucoup plus entremêlés qu'on ne l'imagine. Dans ce vaste tissu d'alliances et de filiations, Diana pouvait effectivement revendiquer un nombre remarquable de connexions historiques qui renforçaient encore sa place dans la société britannique. En même temps, la comparaison avec la famille royale rappelle que l'origine et l'identité n'y ont jamais été complètement figées. Les noms ont changé, les appartenances ont été reformulées, les récits publics ont souvent été ajustés sous l'effet de circonstances politiques, culturelles ou sociales. L'image montrée au monde n'a pas toujours coïncidé avec la complexité réelle des histoires familiales en arrière-plan. C'est précisément dans ce contexte que l'histoire d'Elisa prend une importance particulière. Elle ne représente pas seulement une personne isolée, oubliée par les archives. Elle devient le symbole de toutes ces connexions discrètes qui traversent les générations, de toutes ces histoires qui peuvent être racontées autrement, adaptées, simplifiées ou effacées, et aussi du rôle que la science moderne peut jouer pour rendre à nouveau visibles ces couches anciennes que les récits officiels avaient presque absorbées. Et c'est justement ici que l'histoire prend un nouveau tournant inattendu, car tandis que les indices génétiques suggèrent une origine plus complexe que prévu, la solidité aristocratique de la famille, elle, reste entière. Lorsque les fiançailles entre Diana et le prince Charles furent annoncées en 1981, une remarque venue de certains milieux généalogiques attira brièvement l'attention. Des spécialistes soulignèrent que par certaines lignées, Diana était même plus étroitement liée à d'anciens monarques anglais que son futur époux. À première vue, cela peut sembler surprenant. Pourtant, un regard sur l'histoire permet de comprendre pourquoi. Beaucoup de ces connexions ne proviennent pas uniquement de mariages royaux officiels, mais aussi de relations situées en dehors des structures formelles du pouvoir. Les enfants issus de ces unions n'entraînent pas dans la ligne directe du trône, mais leurs descendants trouvaient leur place dans la noblesse et demeuraient présents à travers les siècles. Ainsi se formèrent des réseaux de filiation qui traversèrent discrètement l'histoire britannique, parfois loin des projecteurs, mais sans jamais disparaître tout à fait. La famille Spencer illustre parfaitement ce phénomène. Son domaine ancestral, Althorp, existe depuis le début du XVIe siècle et a traversé d'innombrables transformations politiques, sociales et culturelles. Cette continuité lui confère une stabilité particulière, une sorte de permanence qui dépasse les événements individuels et les révélations ponctuelles. Peu importe les détails nouvellement découverts ou les zones d'ombre éclaircies, cette structure aristocratique demeure profondément ancrée. Dans ce contexte, l'éventuelle connexion avec l'Asie du Sud n'apparaît pas comme une contradiction, mais comme une couche supplémentaire.
Elle ne remplace pas les lignes déjà établies, elle vient simplement enrichir un ensemble déjà complexe. Pour certains, cela ressemble à une correction du récit, pour d'autres, à une ouverture, une nuance inattendue dans une histoire que l'on croyait figée. Mais dans tous les cas, cela rappelle une chose essentielle. Les origines humaines sont rarement simples, et encore moins lorsqu'elles traversent des siècles d'histoire. Si l'on pousse cette réflexion un peu plus loin, une autre question émerge. Que reste-t-il réellement de cette ligne aujourd'hui? Car même si un marqueur génétique a été transmis fidèlement de génération en génération, il obéit malgré tout à des règles biologiques strictes. L'ADN mitochondrial ne se transmet que par les femmes. Les fils en héritent, mais ne peuvent pas le transmettre à leurs propres enfants. Cela signifie qu'une lignée qui a survécu pendant des siècles peut s'interrompre sans événement dramatique simplement parce qu'elle ne trouve plus de continuité féminine. Dans le cas de Diana, cette réalité prend une dimension particulière. Elle a transmis son ADN mitochondrial à ses fils, mais eux, à leur tour, ne pourront pas le transmettre. Cela signifie que cette ligne spécifique, celle que l'on peut retracer de mère en fille sur plus de 2 siècles, s'arrête ici. Pas dans le fracas d'un scandale, pas dans un geste volontaire, mais dans un silence biologique presque imperceptible. C'est une fin discrète, une ligne qui a traversé des guerres, des migrations, des bouleversements sociaux, des décisions personnelles et des oublis collectifs, s'éteint simplement parce que la chaîne ne peut plus continuer. Et il y a quelque chose de profondément saisissant dans cette idée. Une continuité qui semblait presque éternelle disparaît sans témoin, sans annonce, sans cérémonie. Et c'est là que se trouve une certaine ironie. Pendant des générations, les récits ont été ajustés, simplifiés, parfois transformés. Les noms ont été redéfinis, les origines interprétées, les souvenirs transmis ou écartés. Mais ce qui ne pouvait pas être modifié facilement, ce qui restait constant en arrière-plan, c'était justement cette trace invisible, une présence silencieuse, indépendante des récits humains. Et au final, ce n'est pas une décision humaine qui met fin à cette continuité, mais une limite naturelle. Lorsque l'on repense à Elisa, l'image qui se dessine est très différente de celle que l'on aurait pu imaginer au départ. Elle n'est plus seulement une figure marginale, reléguée aux notes de bas de page d'un système colonial. Elle devient le point d'origine d'une lignée qui a traversé les siècles. Une femme dont l'histoire n'a peut-être jamais été entièrement racontée, mais dont l'influence s'est prolongée bien au-delà de sa propre existence. Même si de nombreux détails ont été perdus, simplifiés ou transformés, une chose demeure. Sa vie a laissé une empreinte qui a survécu à travers les générations jusqu'à atteindre une figure mondialement connue. Et même si cette trace génétique s'arrête aujourd'hui, son existence passée ne peut plus être effacée. En même temps, cette histoire met en lumière un aspect fondamental, la manière dont les destins individuels s'entrelacent avec les grands mouvements de l'histoire. Les décisions prises dans un contexte précis, parfois sous pression, parfois dans l'urgence, peuvent avoir des conséquences qui dépassent largement la vie de ceux qui les prennent. Ce qui semble, à un moment donné, être un choix personnel devient, avec le temps, une composante d'un récit beaucoup plus vaste. Et souvent, ce sont justement les éléments les plus discrets qui laissent les traces les plus durables. Pas les événements spectaculaires, pas les grandes déclarations publiques, mais ces moments presque invisibles où une vie croise une autre, où une décision modifie une trajectoire, où une histoire change légèrement de direction. Au final, cette histoire ne donne pas une réponse simple, elle ouvre plutôt une perspective. Elle nous rappelle que l'origine n'est presque jamais une ligne droite, qu'elle est faite de croisements, de détours, d'adaptations et parfois de silence. Derrière chaque nom, chaque branche d'un arbre généalogique, il existe des couches multiples, des réalités qui ne se révèlent pas toujours immédiatement. Et cela nous amène à une idée essentielle. L'histoire n'est pas seulement ce qui a été écrit, mais aussi ce qui a été transmis sans être toujours compris, ce qui a été retenu, transformé ou laissé de côté, ce qui existe entre les lignes, dans les zones floues, dans les absences apparentes. Peut-être est-ce là l'un des aspects les plus fascinants de cette histoire. Elle ne détruit pas un récit pour en imposer un autre. Elle montre simplement que plusieurs versions peuvent coexister, que la vérité peut être plus nuancée, plus riche, plus complexe que ce que l'on croyait. Et si l'on revient à Diana elle-même, cela prend encore plus de sens. Elle incarnait déjà, de son vivant, une forme de passage entre différents mondes, entre tradition et modernité, entre rigidité institutionnelle et expression personnelle, entre image publique et réalité intime. D'une certaine manière, son histoire familiale reflète cette même dualité, une structure solide en surface et en dessous, des couches plus profondes, moins visibles, mais tout aussi réelles. Pour comprendre pourquoi une telle histoire était possible, il faut aussi s'arrêter un instant sur la manière dont fonctionne
fonctionne l'ADN, car ce qui semble mystérieux ou surprenant n'est souvent que le résultat de mécanismes biologiques très précis. Notre patrimoine génétique est composé de plusieurs éléments. La plus grande partie, appelée ADN autosomal, elle est mélangée à chaque génération. Nous recevons environ la moitié de notre ADN de chacun de nos parents et ce mélange évolue constamment. Au fil des générations, certaines contributions deviennent de plus en plus petites, parfois jusqu'à disparaître complètement. C'est pourquoi il devient difficile de retracer des ancêtres très éloignés à partir de cette partie du génome. L'ADN mitochondrial fonctionne différemment. Il est transmis uniquement par la mère et reste remarquablement stable au fil du temps. Des mutations peuvent apparaître, mais elles sont rares et progressives. C'est ce qui permet de suivre une lignée maternelle directe sur de longues périodes, parfois sur des centaines, voire des milliers d'années. Mais cette stabilité a aussi une limite. Elle ne représente qu'une seule ligne parmi toutes celles qui composent l'histoire d'un individu. Si l'on imagine un arbre généalogique, chaque personne a, après quelques générations, des dizaines puis des centaines d'ancêtres. L'ADN mitochondrial ne correspond qu'à une seule de ces branches, celle qui relie directement les mères entre elles. Dans le cas de Diana, cela signifie que même si une connexion sud-asiatique existe dans cette ligne spécifique, elle ne reflète qu'une petite partie de son héritage global. La majorité de ses ancêtres provient d'autres lignes, principalement européennes. L'ADN mitochondrial met simplement en lumière une trajectoire particulière qui, sans cela, aurait pu rester invisible. Un autre point essentiel concerne l'interprétation des données génétiques. Les marqueurs sont associés à certaines régions du monde en fonction des informations disponibles, mais ces associations ne sont pas absolues. Elles indiquent des probabilités, des concentrations, pas des certitudes exclusives. Un marqueur fréquent dans une région donnée ne signifie pas qu'il n'existe nulle part ailleurs. C'est pourquoi il est important de ne pas tirer de conclusions trop directes à partir de ces données seules. Elles doivent être croisées avec d'autres sources, documents historiques, correspondances, archives, contextes sociaux. C'est dans cette combinaison que l'on peut approcher une compréhension plus complète. Dans le cas d'Elisa, c'est précisément cette convergence qui rend l'histoire si intéressante. D'un côté, des traces historiques, Surat, Theodore Forbes, les lettres, les circonstancés de leurs relations. De l'autre, des indices génétiques qui suggèrent une origine plus complexe. Ensemble, ces éléments forment une image plus riche, plus nuancée que la version simplifiée transmise pendant des générations. Ce qui rend cette histoire si captivante, ce n'est pas seulement ce qu'elle révèle, mais la manière dont elle se construit. Plusieurs couches se superposent, des vies individuelles, des contraintes sociales, des décisions personnelles, des oublis collectifs. Et au fil du temps, tout cela forme un récit qui évolue, se transforme, parfois sans que personne ne s'en rende compte. Peut-être est-ce pour cela que ces histoires nous fascinent autant aujourd'hui. Elles montrent que le passé n'est pas figé, qu'il peut être redécouvert, réinterprété, enrichi. Elles nous rappellent que derrière chaque nom, chaque titre, chaque ligne dans un arbre généalogique, il y a des existences réelles avec leur complexité, leurs contradictions et leurs choix. Et c'est ici que l'histoire se referme doucement, presque imperceptiblement. Pas par un scandale, pas par une révélation spectaculaire, mais par quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps inévitable. La biologie, la ligne dont nous avons parlé tout au long de cette histoire, cette chaîne ininterrompue de mères et de filles, sur plus de 2 siècles, ne s'arrête pas à cause d'un secret ni d'une décision humaine. Elle s'arrête parce qu'elle ne peut plus continuer. La princesse Diana a transmis cet ADN mitochondrial à ses fils, mais eux ne peuvent pas le transmettre à leurs enfants. Ainsi, cette trace génétique spécifique qui pourrait remonter jusqu'à Surat s'éteint avec cette génération, sans bruit, sans cérémonie, simplement parce que les règles de la transmission biologique l'exigent. C'est une fin silencieuse, une ligne qui a traversé le temps, les continents, les transformations sociales, et les histoires humaines s'arrêtent sans que la plupart des gens ne s'en aperçoivent. Et peut-être que c'est cela, au fond, le plus marquant, car malgré tous les récits, toutes les adaptations, toutes les tentatives de contrôle ou de simplification, il existe toujours des éléments qui échappent aux constructions humaines, des éléments invisibles mais persistants, et parfois ce sont eux qui racontent les histoires les plus profondes. Si ce genre d'histoire t'intrigue, reste curieux, car bien souvent ce sont les détails cachés qui changent notre compréhension du passé. Et qui sait, il existe peut-être encore de nombreuses histoires comme celle-ci qui attendent simplement d'être découvertes.